Le professeur Sébastien Touzé, c'est à vous. C'est bien ça, Chérif Diop, il est le directeur de la Fondation René Cassin de l'Institut international des droits de l'homme. Bonsoir, monsieur Touzé. Bonsoir. Bonsoir, professeur, devrais-je dire. Merci d'être là. Merci à vous de m'accueillir ce soir. C'est un grand plaisir pour moi. Une formation délocalisée en droit des droits de l'homme, organisée actuellement au Sénégal. Et vous avez décidé pour la 11e édition de mettre l'accent sur les droits des femmes. Pourquoi? Et le choix porté sur le Sénégal? Alors le choix a porté sur le Sénégal parce que nous avons déjà une histoire très longue avec le Sénégal. C'est la 11e année consécutive que nous venons ici à Dakar pour ce rendez-vous majeur pour la protection des droits de l'homme, pour les défenseurs des droits. Dakar est d'ailleurs devenu très rapidement un rendez-vous incontournable pour tous les défenseurs des droits de l'homme de la région. Donc c'est à Dakar chaque année qu'on se retrouve pour parler des droits de l'homme. Et pourquoi les droits des femmes? Eh bien tout simplement parce que déjà cette année, il y a de nombreux anniversaires qui sont ici à fêter. Et puis nous sommes également aujourd'hui dans une journée particulière, c'est la journée internationale pour l'élimination de toutes les violences à l'égard des femmes. Et je crois qu'il était vraiment essentiel que la Fondation René Cassin puisse être présente ici pour parler de ce problème, qui reste un problème particulièrement grave et qui doit être discuté, qui doit être débattu et qui doit surtout être réglé. Que donne l'état des lieux pour ce qui est du Sénégal? Pour ce qui est du Sénégal, écoutez, je crois que l'état des lieux est le même qu'un peu partout, c'est-à-dire que dans le monde entier, on reste encore face à une situation de rupture d'égalité complète entre les femmes et les hommes. On reste aussi face à des violences qui n'existent pas chez les hommes et qui sont causées aux femmes. Là, aujourd'hui, je lisais encore qu'une femme sur 3 en Europe, par exemple, a subi dans sa vie des violences sexuelles. Vous vous rendez compte de ce chiffre? Une femme sur 3, ce qui signifie que personne ne doit être considéré comme étant à l'abri. Chaque femme est concernée, chaque femme doit être ici prise en considération pour essayer de faire avancer sa situation. Quelle est la finalité de ce cadre d'échange qui se tient actuellement à Dakar? Alors la finalité, je crois qu'elle est essentielle. Pour résoudre ce problème, je crois qu'il y a un fondamental qu'il faut rappeler, c'est l'éducation, c'est l'enseignement. Il faut être formé, il faut connaître, il faut savoir ce qui peut être invoqué, il faut savoir comment les mécanismes fonctionnent, et il faut savoir aussi, et parfois même certaines femmes ne connaissent pas tous leurs droits. Et là, je crois qu'il y a ici cette volonté de transmettre et de réfléchir aussi avec toutes les femmes qui sont présentes, et aussi avec tous les hommes, surtout les hommes. Parce que c'est aussi les comportements des hommes qu'il faut beaucoup changer. Comme vous avez dit, il faut beaucoup de formation, mais on s'est rendu compte que les femmes sont plus sensibles à ces questions de droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il explique? Alors les femmes sont sensibles aux questions de droits de l'homme, tout simplement parce qu'il y a, je dirais, c'est une matière juridique, comme beaucoup d'autres matières juridiques, mais qui est très humaine, très sociale, et je crois qu'il y a ces aspects qui peut-être intéressent moins les hommes. Mais je ne dirais pas ici une vérité toute faite, je crois que les droits de l'homme intéressent autant les hommes que les femmes. Après, c'est vrai qu'actuellement, on ressent un regain d'intérêt, un retour des femmes vers la question des droits de l'homme, tout simplement parce qu'elles se sentent directement concernées. Elles regardent tout ce qui a été fait depuis 1950, elles se rendent compte que 70 ans plus tard, eh bien, le principe d'égalité qui était affirmé en 48 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il n'est pas encore totalement appliqué. Donc elles sont là aussi pour rappeler que le travail n'a pas été complètement terminé. Pourquoi les femmes peinent à jouir de leurs droits, justement? Qu'est-ce qu'il explique? Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas suffisamment engagées ou tout simplement parce que les textes en vigueur ne prennent pas en compte tous ces aspects? Alors, je crois que les textes sont là. Il y a des conventions internationales, il y a des lois nationales. D'ailleurs, le Sénégal s'est doté d'une loi particulièrement importante sur le viol récemment. Je trouve que c'est une avancée considérable. Mais si on se focalise justement sur cette question du viol, la simple pénalisation ne suffit pas. Encore faut-il changer les comportements. Rendez-vous compte, je viens d'un pays en France où, encore dans les années 80, une femme qui avait subi des violences sexuelles, qui avait été violée, n'osait pas se rendre dans un commissariat pour porter plainte, pour dire ce qui lui était arrivé. Tout simplement parce qu'elle avait, pour certaines, honte de ce qui était arrivé, ou parce que simplement la personne qui allait se retrouver face à elle, elle le savait, n'allait pas l'écouter, n'allait pas entendre ce qu'elle avait à dire. Ici, c'est le regard de la société qui fait exactement, que... Exactement, vous avez tout à fait raison. C'est un regard de la société qu'il faut changer, et c'est surtout arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de considérer que des gestes ou des comportements sont normaux, ils sont anormaux. Et c'est aux hommes comme aux femmes de le dire et de le revendiquer. Au Sénégal, nous avons une loi qui criminalise un certain nombre de comportements, notamment le viol et la pédophilie. Oui. Est-ce que c'est suffisant selon vous pour régler définitivement ce problème? Alors,
j'ai un autre mandat dans le cadre de mes activités. Je travaille au Comité contre la torture des Nations Unies. Dans le cadre de ce comité, nous avons beaucoup d'États qui arrivent et qui, concernant les violences domestiques, le viol contre les femmes, nous disent c'est bon, nous venons de légiférer. Est-ce que ça suffit de légiférer? Non, encore faut-il changer les comportements des officiers de police judiciaire, encore faut-il changer les comportements des magistrats, encore faut-il changer les comportements de la société. C'est-à-dire que, bien entendu, la pénalisation est importante, c'est ce qui va marquer le point de départ d'une réprobation sociale de certains comportements. Mais il faut véritablement aller plus loin, il faut que les comportements changent. Il faut qu'une femme n'ait pas peur de rentrer dans un commissariat de police en disant « j'ai subi un viol ». Et il faut qu'elle soit entendue, et il faut qu'elle soit correctement entendue. Et là, c'est aussi une avancée qu'il faut espérer très rapidement. Autre chose, c'est qu'on a des conventions. Vous l'avez rappelé plus tôt. On a le protocole de Maputo 2003, la déclaration de Beijing et le programme de Beijing. Jusqu'à présent, on a des textes qui sont là assez solides et qui prennent en compte les droits des femmes et les droits de l'homme de manière générale. Mais pourquoi l'application pose problème? L'application, je dirais que ça vaut pour tous les traités de protection des droits de l'homme. Il y a souvent de l'opportunité politique derrière tout ça. C'est souvent que les priorités qui sont définies par les gouvernements ne sont pas celles des instruments de protection des droits de l'homme. Et encore plus en ce moment où on constate d'ailleurs dans beaucoup de pays une négation même des principes qui sont dans ces conventions. Les principes les plus essentiels, le principe de non-discrimination, le principe d'égalité, le principe de liberté. Bref, ce sont beaucoup de principes qui sont remis en cause. Alors on a beau se doter de multiples conventions, encore faut-il avoir la volonté. Il faut que les États aient la volonté de les mettre en application. Les mettre en application, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord modifier leur législation. Ensuite, c'est modifier les procédures, c'est modifier les comportements. Et les comportements, souvent des agents de l'État, qu'il faut intégrer dans une ligne qui soit conforme aux engagements souscrits par les États. On signe une convention, on la ratifie, mais derrière, est-ce qu'il y a une obligation pour l'État de respecter ou de faire respecter justement le texte en question? Je dirais que si un État s'engage en signant et ratifiant une convention, il s'engage. Donc il est obligé de le faire. Il est obligé de le faire et il aura des comptes à rendre dans de nombreux États. Aucune sanction derrière? Alors après, la sanction, c'est vrai que c'est ce qui fait défaut. Nous sommes dans un cadre international, donc les organes de surveillance du respect des obligations des États ne sont pas dotés de forces contraignantes, enfin ils n'ont pas de moyens de contrainte. Donc il est vrai que c'est peut-être ce qui fait défaut, mais sur cette question des droits de l'homme, c'est pas un sujet qui est tout nouveau, et il faut vraiment prendre en considération le fait que c'est des avancées qui s'obtiennent aussi en discutant avec l'État, en lui montrant que, par exemple, ses voisins ont évolué et que lui n'a pas évolué, que les pratiques ne sont plus celles qui sont observées au niveau national. Je prends un cas très, très, très précis, par exemple, sur la question des mutilations génitales qui concernent les femmes. Eh bien, on constate que certains États nous disent écoutez, nous, on n'y peut rien. On n'arrive pas à éradiquer ce problème, on n'arrive pas à remettre en cause certaines pratiques. Sauf que leur dit écoutez, votre voisin, là, il l'a pénalisé et il a mené des programmes de sensibilisation auprès des parents, il a mené des programmes de sensibilisation dans les écoles, auprès de tous les acteurs, et il y a des avancées considérables. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose à mener avec l'État. C'est un dialogue permanent. Tout n'est pas noir, mais est-ce qu'il y a des progrès ou des avancées notées de façon significative par rapport à tout ce qui a été déjà engagé dès le début et que peut-être au fil des années qu'on se rende compte que si c'était un objectif à atteindre, si sur 10 points on a pu en atteindre 7 ou tout au plus 8? Je crois que l'avancée la plus considérable, c'est celle que vous mentionniez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un engagement maintenant des femmes. Il y a un engagement très fort. On les voit qui prennent la parole, on les voit qui revendiquent. Tout à l'heure, je regardais dans le journal télévisé... Sauf que ici, je suis violente et je suis maltraitée. Les hommes me laissent devant. Non, c'est pas rien. Non, j'avais bien compris. Mais en tout cas, il y a cette revendication qui apparaît. Et je crois que c'est une avancée parce que il y a 20 ans en arrière, vous n'auriez pas eu cette liberté de parole parce que les personnes qui étaient aux affaires, entre guillemets, n'auraient pas forcément accepté que vous évoquiez une discrimination, un mauvais comportement. Et ça dure, je veux dire, et pas plus tard qu'il y a une semaine, il y a des personnes qui, dans les transports publics, se font dénoncer parce qu'ils ont des comportements qui sont irrespectueux et qui sont totalement indignes dans une société contemporaine. Oui, M. Touzé, en fin de compte, à quoi servent les traités internationaux qu'on signe? Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même une certaine négation, même des cours supranationales, dans l'application de ces textes-là. Quand il y a des dispositions, des condamnations au niveau international, nos États peinent à appliquer ça. Pourquoi donc on signe des traités internationaux qu'on n'applique pas?
Alors, il faut faire attention, il faut éviter de généraliser la non-application des traités, parce que Non, parce que nous, au Sénégal, par exemple, en matière de droits de l'homme, nous avons eu 2 cas. Nous avons eu le cas Karim Wade, nous avons eu le cas Khalifa Sall, quand même, ici au Sénégal. C'est pourquoi je pose la question. Alors, comme je disais, ne généralisons pas, et ce n'est pas simplement 2 cas qui vont faire que les traités ne sont pas appliqués. Tout simplement parce que, prenons l'histoire du droit international des droits de l'homme. C'est quelque chose qui est apparu après la Deuxième Guerre mondiale. Dans le cadre régional également. C'était un mouvement qui a émergé à peu près à cette période-là. Quand on regarde l'avancée qu'on a eue en 70 ans, alors tout n'est pas parfait, bien entendu, mais les droits et les libertés ont quand même considérablement évolué depuis 70 ans. On ne peut pas considérer que la société d'il y a 70 ans est la même que maintenant. La liberté d'expression, le droit de participer à des élections libres, le droit de pouvoir exercer sa religion librement, bref, il y a énormément de droits qui ont été renforcés. Après, parce que la société évolue, les attentes de cette société évoluent. Et c'est vrai que ce qui paraissait normal il y a 20 ans n'est plus normal en 2020. Et qu'il faut peut-être encore batailler pour avancer plus loin et en faveur de plus de droits et de libertés. Maintenant, c'est à la société civile, c'est à chaque acteur de cette société de revendiquer. J'étais en cours ce matin, je peux vous dire que les étudiants ou les participants que j'avais face à moi, ils ne sont pas tous étudiants, certains sont déjà magistrats, fonctionnaires, eh bien, ils avaient cette revendication, ils avaient cette interrogation. Où est-ce qu'on peut aller? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses? Pourquoi est-ce que l'État ne respecte pas? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'a pas forcément, je dirais, la pression politique pour pouvoir évoluer. Mais moi, ce que je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas mettre en adéquation les principes aux actes qu'on pose? Parce qu'aujourd'hui, si on prend la pyramide des normes, un traité international est même supérieur à la constitution d'un pays. Oui. Aujourd'hui, pourquoi une cour supranationale ne doit pas être supérieure à une cour nationale, par exemple? Pourquoi une cour supranationale? Alors, de toute façon, tout simplement parce que la cour supranationale ne fera pas la même chose que la cour nationale. J'ai toujours l'habitude de dire que les droits de l'homme, c'est une question interne. C'est-à-dire que le juge qui doit faire appliquer les droits de l'homme, qui doit sanctionner leurs violations, c'est le juge national. Si les comportements ne changent pas, eh bien évidemment, il y a des cours supranationales qui devront être là. Les cours supranationales, elles vont avoir une autre fonction. Elles vont devoir superviser la réalisation par l'État de ses obligations. C'est à l'État qu'il appartient de respecter une convention. La Cour supranationale, si elle existe, et quand elle existe, va devoir sanctionner éventuellement l'État. Que se passe-t-il s'il ne se conforme pas à ce qui est demandé par cette Cour? Je dirais que le problème, il existe ici, mais il existe aussi en Europe, il existe sur le continent américain, Amérique du Sud principalement. Eh bien, il y a une pression politique qui va s'exercer, parce que pourquoi les autres États s'engageraient à respecter les arrêts rendus alors qu'un d'entre eux ne le ferait pas? Donc c'est cette pression politique. Mais là, encore une fois, c'est par ce discours permanent, il faut le faire, que les États vont pouvoir évoluer en la matière. On est dans un contexte d'après-pandémie pour certains pays. Oui. D'autres sont en train d'observer une seconde vague de contamination. L'impact du coronavirus sur les femmes, les droits des femmes, est-ce que cela a été, disons, évalué à votre niveau pour qu'on puisse savoir ce qu'il en est? Oui, ça a été évalué, et ça a été évalué très tôt, parce que si je prends l'exemple français, déjà dès le premier confinement, il y a eu beaucoup d'alertes qui ont été lancées, parce qu'on a constaté une recrudescence des violences conjugales. Évidemment, lorsque une femme est enfermée avec un mari violent, il y a plus de risques pour elle. Alors, ce n'est pas une fatalité. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été adoptées, notamment en France, pour protéger les femmes, des mécanismes d'alerte qui ont été mis en place, des alertes simplifiées, avec des SMS, d'autres moyens de communication qui permettent à une femme qui subit des violences de pouvoir immédiatement alerter de sa situation. Par exemple, elle peut se rendre dans une pharmacie et, à travers simplement un mot, peut signifier qu'elle est en danger. Donc là, ce sont des mesures qui ont été adoptées concrètement. Maintenant, c'est vrai qu'on s'en inquiète. On s'en inquiète comme on s'inquiète aussi de la situation de certains enfants qui se retrouvent avec des parents violents. Donc là, je crois qu'il y a en effet un risque accru. Il y a un risque accru et il ne faut surtout pas le négliger, parce que un confinement, c'est une période, on l'a tous vécu, qui est extrêmement difficile psychologiquement. Et si vous êtes encore soumis à des actes de violence de façon quasi permanente, c'est encore plus difficile. Vous imaginez bien que la personne qui va sortir de cette période-là, elle sera complètement détruite. Donc là, il va falloir, évidemment, accompagner aussi toutes ces personnes qui ont subi ces violences. Mais sur le plan psychologique ou... Sur le plan psychologique, parfois malheureusement physique aussi. Je trouve que là, il y a vraiment un problème qui se pose. Alors, les signaux sont au rouge. Là, aujourd'hui, comme c'est la journée internationale
pour l'élimination de toute la forme de violence à l'égard des femmes, il y a de nombreux et messages. ces jours d'activisme également pour lutter contre les violences faites aux femmes. Exactement, exactement. Mais je crois que c'est une situation qui est très inquiétante, en effet. Mais très inquiétante. Il a été dit que durant le confinement, les violences faites aux femmes ont augmenté, ont explosé en quelque sorte. Est-ce que vous avez des chiffres pour l'étayer? Alors, moi, je n'ai pas les chiffres exacts, mais bon, en ce qui concerne les violences conjugales, je crois qu'il y a eu en effet une recrudescence des actes de violence conjugale, malheureusement. Ensuite, il y a d'autres formes de violence. J'entendais également, c'est pas de la violence, mais ça peut être subi par une femme comme étant une violence économique, je veux dire la perte de son emploi ou une situation de précarité dans laquelle elle se trouvait déjà et qui se trouve encore plus exacerbée, avec des enfants à charge. Bref, quand on a des mères isolées, par exemple, qui n'ont plus la possibilité d'exercer leur profession, il est évident que dans cette situation, un confinement, c'est dramatique sur le plan économique. Et donc, il y a des mécanismes d'aide qui peuvent être mis en place par les États, mais je dirais que ça aussi, c'est à prendre en compte. Le phénomène de l'immigration clandestine, puisque actuellement cela défraie la chronique, ce que l'on voit, en tout cas, c'est que maintenant, de plus en plus, on a des enfants et des femmes qui font partie des candidats qui sont tentés par ce fléau qui frappe l'Afrique de manière générale, spécifiquement pour le cas du Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre niveau, dans vos discussions, ce point a été intégré et qu'il y aura peut-être des pistes de solutions qui seront proposées à nos gouvernants? Oui, ce point a été intégré, d'autant plus que lorsque nous avons un phénomène migratoire qui vise les femmes et les enfants, nous sommes face à des situations de vulnérabilité très régulièrement. Vulnérabilité parce qu'une femme qui quitte son pays, par exemple, risque parfois de tomber dans un réseau de traite. C'est souvent le cas d'ailleurs. Donc c'est un risque qu'il faut prendre en considération. Elle se met en danger, son intégrité physique, sa dignité sont en jeu. Donc oui, c'est une question qui est essentielle. Il en est de même pour les enfants. On voit beaucoup de mineurs non accompagnés qui arrivent sur le territoire européen, pas forcément que du Sénégal, mais de beaucoup de pays. Et là, je crois qu'en effet, il y a une problématique qui est réelle et sur laquelle nous allons travailler. Et sur laquelle nous avions déjà commencé à travailler parce que la précédente session que nous avions organisée était sur le droit des enfants et nous nous étions intéressés justement à ce problème de la migration des jeunes non accompagnés qui se trouvent sur le territoire d'un État qui n'est pas le leur. Justement, en ce qui concerne l'immigration clandestine, vous êtes un spécialiste du droit international comme du droit européen. Par rapport à ce que Aram vient de dire, est-ce qu'il y a des dispositions qui protègent un tout petit peu ces personnes-là lorsqu'il s'agit de les rapatrier? Oui, il y a déjà un principe fondamental. Il est impossible de renvoyer une personne qui risque de subir des mauvais traitements dans son état d'origine. Donc s'il est avéré que la situation de la personne met en lumière un risque de violation grave, par exemple de torture, de mauvais traitements, lorsqu'elle va revenir sur son territoire national, là, oui, il y a un principe, c'est le principe de non-refoulement. On ne peut pas refouler une personne qui risque de perdre la vie ou de subir des mauvais traitements dans l'état d'origine. Donc ça, c'est un premier principe. Ensuite, il est évident qu'il doit y avoir un accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas renvoyer sèchement. Il doit y avoir évidemment un accueil préalable, ensuite une détermination au cas par cas de la situation de la personne, et ensuite, éventuellement, un rapatriement. Mais là, je crois que, et c'est un problème plus large, le rapatriement sec, au fond de moi, j'y crois pas trop. C'est-à-dire que rapatrier une personne, on sait pertinemment que dans de nombreux cas, elle voudra repartir. C'est une tentative avortée, elle va vouloir recommencer, que ce soit un homme ou une femme. Donc il faut essayer de réfléchir maintenant avec les États d'origine. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est particulièrement important. Le développement de ces pays, le développement de l'économie locale est un élément essentiel qui va peut-être freiner, et qui doit freiner d'ailleurs naturellement. Vous faisiez état des femmes qui quittent le pays, c'est souvent pour des raisons économiques. Il y a cet Eldorado promis qui n'est pas forcément toujours un Eldorado, mais qui est rêvé par un certain nombre de personnes parce que c'est quelque chose qui économiquement est plus attrayant. Or, si on règle le problème économique dès l'origine, c'est sûr que ça permettra de régler la situation. Quels sont les défis aujourd'hui à relever pour ce qui est des droits des femmes? Je dirais que le premier défi, c'est l'égalité. L'égalité, parce qu'elle a été affirmée en droit, mais dans les faits, on est bien conscient, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, que ce soit l'égalité salariale, on peut le constater dans de nombreux pays, c'est pas vrai.
On a également des traitements qui sont discriminatoires dans certaines législations. La situation de la femme n'est pas égale à celle de l'homme. Il y a des emplois qui ne sont pas accessibles à la femme. Il y a des droits qui ne lui sont pas reconnus. Il y a des situations juridiques aussi qui soulèvent de grandes difficultés. C'est-à-dire que dans certains pays, une femme qui a fait l'objet d'un viol ne pourra pas poursuivre son mari parce que celui-ci, s'il accepte de se marier avec elle, ne sera pas poursuivi. Donc ça, c'est encore des législations qui existent. Donc c'est vrai que là, il y a énormément de défis, le principe de pleine égalité. Ensuite, je crois que l'autre défi, c'est changer les mentalités. Changer les mentalités, on a maintenant une ouverture de la parole qui est heureuse, et cette ouverture de la parole doit être suivie de façon très concrète par des comportements officiels des États qui écoutent enfin ce qui se dit par les femmes. Merci beaucoup, professeur Sébastien Touzé, le directeur de la Fondation René Cassin de l'Institut international des droits de l'homme. Merci également Daouda Mine, et nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs pour la non-diffusion de la première partie de Soir d'Info. Je garde les raisons pour lesquelles cela n'a pas été fait. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure sur nos antennes. Passez d'excellents moments en compagnie d'un programme.